pour éduquer les usagers et même éduquer les agresseurs qui sévissent, je dirais, dans le cyberespace. Comment s'assurer que le citoyen est bien éduqué et bien sûr l'organisation à cet égard-là. Il y a le travail aussi sur l'aménagement du territoire ou plus précisément, j'aimerais citer tous les problèmes des inondations qu'on a vus aussi bien en Europe qu'au Québec et ailleurs. C'est un enjeu partagé, je dirais. Aujourd'hui, le niveau des eaux monte. On a eu des inondations catastrophiques au Québec. Vous en avez eu beaucoup en Europe et en France. Il se trouve que ma femme m'oblige tous les soirs à regarder les nouvelles de France 2. Donc, je regarde tout ce qui se passe en France. Et ces mêmes enjeux-là existent dans d'autres pays. Même en Afrique, aujourd'hui, il y a des pluies qui inondent des déserts que d'habitude, ils ne reçoivent pas de pluie. Donc, ce sont aussi des enjeux qu'on devrait travailler ensemble. J'espère susciter de l'intérêt pour justement David et Caroline avoir plus de collaboration future. J'aurai quelques interventions tout à l'heure. J'espère que la situation me le permettra sur la diplomatie scientifique, la francophonie en Afrique, parce qu'on dit bien que l'avenir du français est en Afrique. Moi, je me pose la question, c'est où l'avenir de l'Afrique? J'ai peur qu'il soit en Chine. Mais c'est des réalités. Si on ne se pose pas ces questions-là, on peut bien sûr voir l'Iran arriver bien classé parmi les 64 technologies et trouver que c'est les drones. Juste pour être provocateur, et mes amis me connaissent, les drones, c'est de l'ingénierie aussi. C'est de l'informatique et de l'ingénierie et de l'aéronautique. Le nombre d'étudiants iraniens en PhD, en ingénierie, dans le monde est énorme, surtout au Canada. Ces étudiants-là, est-ce qu'ils sont nos alliés ou sont ceux qui fabriquent les drones en Iran? Ou bien sont seulement des sources de revenus pour nos universités quand ils sont chez nous? C'est tout ça qu'il faut regarder. J'arrête là pour le moment. Bien, merci beaucoup pour ces perspectives. On est passé de la géopolitique, la démographie, là aux aspects de sécurité. Les aspects de sécurité, de santé sont très prégnants. Et nos universités, des institutions de recherche et de formation académique, elles sont aux prises avec ces enjeux. Et elles collaborent autour de ces enjeux. Et nous voulions évoquer les enjeux de santé publique. On a tous vécu cette pandémie, cette crise sanitaire qui nous a rappelé à justement à notre humanité, le fait que nous étions une seule planète, que les enjeux de santé mondiale, de santé globale étaient particulièrement importants et particulièrement suivis. Et donc je laisse la parole à la directrice de l'école des hautes études de santé publique. Merci beaucoup, David. Effectivement, les questions de santé, c'est par construction des questions qui se posent partout dans le monde et on avait peut-être cru l'oublier, mais la pandémie nous l'a rappelé quand même assez rapidement. Et puis, les événements suivants nous le rappelleront aussi. On ne sait pas exactement lesquels ils seront, mais l'épidémie de Mpox actuellement nous le rappelle. La question de la résistance de nos systèmes de santé au changement climatique nous le rappellera. Enfin, c'est vraiment des sujets qui se posent sur la planète entière. Un des éléments qui me semble très important à souligner dans cette collaboration universitaire franco-québécoise, c'est qu'elle s'appuie à la fois sur ce qu'on a de commun et en premier lieu, effectivement, notre langue. Je pense qu'on a tous l'habitude de participer à des discussions internationales. Mais enfin, honnêtement, est-ce qu'on comprend toujours tout? Aujourd'hui, je pense que tous les gens dans la salle ont à peu près tout compris. Ce qui était dit, ce qui n'était pas dit, ce qu'il y avait entre les lignes, les sous-entendus, etc. Enfin, tout ce qu'on peut comprendre finement dans une langue qui est la sienne et qu'on ne comprend pas finement quand on discute ensemble en anglais, même si on arrive à se comprendre. Et même si pour nous, qui sommes aussi des Européens, bah, effectivement, notre acceptation de causer en anglais, elle est aussi liée à notre envie de discuter avec les Allemands, les Néerlandais, les Polonais, etc., avec qui c'est difficile de discuter en français. Donc il y a cet attachement à notre langue, mais il me semble que c'est aussi très important, notamment en santé, de
de construire nos collaborations sur ce qu'on a de différent, parce que bon, on n'est quand même ni tout à fait une autre, ni tout à fait la même, et les uns sont américains, les autres sont européens, les uns comptent en centaines de kilomètres, les autres plutôt en dizaines, les uns sont à l'aise avec la multiculturalité, nous on a encore des petites choses à apprendre, et donc on part aussi d'expériences qui sont très différentes les unes des autres, et ces différences, c'est aussi des éléments sur lesquels on peut construire des coopérations, notamment en santé. Alors, je vais prendre 2 exemples. Évidemment, ils sont tirés, ils sont un peu rennais. C'est pas pour faire de la pub pour l'université de Rennes, qui est très bonne par ailleurs, mais c'est juste pour arriver à incarner un petit peu ce que je veux dire. On a une collaboration qui marche bien, notamment avec l'École nationale d'administration publique du Québec, l'ENAP. Pourquoi est-ce que ça marche bien ? Ça marche bien parce qu'on a à la fois des choses en commun, globalement l'attachement à une démocratie sociale, pour le dire vite, et puis on a aussi des tas de choses différentes. On est dans des systèmes réglementaires absolument différents, dans des idées sur comment il faut former les fonctionnaires, comment on les recrute, etc., qui sont différents. Et c'est aussi cette différence-là qui nous permet finalement d'apprendre dans les échanges, de s'apercevoir que ce que chacun de son côté tenait pour une évidence, et bien sûr c'est comme ça qu'il fallait faire, en fait ailleurs on fait autrement. Donc ça doit au moins être possible autrement, puis c'est une piste d'amélioration possible. Deuxième exemple, on est cette fois-ci plutôt avec nos collègues de l'École de santé publique de l'Université de Montréal, en lien les uns et les autres et ensemble avec nos collègues africains. Les défis de santé publique, c'est des défis qui sont majeurs pour nos collègues africains. On peut rappeler quand même que l'OMS considère qu'il manquera au moins 18 millions de professionnels de santé à l'horizon 2030, et la majorité de ces professionnels manquants, ils manquent à l'Afrique. Donc il y a effectivement une demande des universités africaines qu'on coopère sur la formation des professionnels de santé qui est massive. Et c'est beaucoup plus facile de le faire ensemble que de le faire chacun d'entre nous avec une université africaine, à la fois parce que ça démultiplie les bonnes idées, ça permet de les faire circuler, etc. Et puis parce que la discussion, elle se pose dans un contexte qui est beaucoup plus apaisé et beaucoup plus intéressant quand on est plusieurs pays du Nord avec plusieurs pays du Sud, et tous les pays du Sud ne se ressemblent pas et ne sont pas dans la même situation dans la discussion. Et c'est sûr qu'entre une discussion entre une université française et une université africaine, et une discussion ne serait-ce qu'à 4 entre une université marocaine, une université québécoise, une université française et une université d'Afrique subsaharienne, la discussion n'a rien à voir et sa productivité n'a rien à voir non plus. Donc je pense que c'est vraiment sur ces éléments de similarité et de différence qu'il faut qu'on s'appuie pour effectivement proposer ensemble au monde francophone des choses qui peuvent être intéressantes en santé et puis sûrement aussi dans d'autres domaines. Merci beaucoup. Donc l'enjeu, c'est pas simplement les universités les meilleures du monde, mais les meilleures universités pour le monde. Et à ce titre-là, nous voulions parler d'une initiative qui rentre dans nos logiques d'équité, diversité et inclusion autour d'un programme Atypie Friendly que dirige Bertrand Montubert. Et donc, Bertrand, je crois que c'était aussi l'occasion de faire découvrir ce programme à l'ensemble des universités du Québec et de rappeler aussi ce programme pour toutes les universités françaises. Donc, un beau programme que tu portes. Voilà. Merci beaucoup, merci pour cette invitation, et ce débat est absolument passionnant, ça donne envie de rebondir sur énormément de choses. Et juste avant de parler d'Atypie Friendly, juste un mot sur les classements, puisque Valérie Amirault parlait à juste titre des classements. Je crois qu'il ne faut pas oublier les classements qui sont en train d'émerger, qui sont les classements d'universités à impact. Et justement, nous sommes bien dans cette problématique-là, quand on parle par exemple du programme que je dirige, qui est un programme dédié à l'amélioration de l'inclusivité des établissements d'enseignement supérieur pour les personnes qui présentent un trouble du neurodéveloppement. Les troubles du neurodéveloppement, c'est le trouble du spectre de l'autisme, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ce sont l'ensemble des troubles qu'on appelle DIS, DYS, dyslexie, dyspraxie, etc. Ça représente une personne sur 6 dans la population. C'est le plus gros
types de handicap, si je peux employer ce terme, qui existent, et tout particulièrement chez les étudiants. Quand on prend les services en charge de l'accompagnement des étudiants en situation de handicap en France, les dernières statistiques que nous avons, c'est que 30% des étudiants en situation de handicap recensés dans ces services présentent un de ces troubles, un ou plusieurs d'ailleurs, de ces troubles du neurodéveloppement. Et donc évidemment, on est face à un défi mondial. Ce défi mondial, c'est celui de l'inclusion, celui de construire une société inclusive, celui de faire en sorte qu'on soit moins qu'aujourd'hui dans un monde totalement écartelé par des phénomènes de domination en réalité, qui d'ailleurs ont aussi, sur d'autres aspects, été évoqués. Et ça fait partie, bien entendu, des objectifs du développement durable. Alors comment s'y confronter? On a eu une logique qui, en fait, est portée par une politique nationale qu'on appelle aujourd'hui la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement, qui s'appelait avant la stratégie nationale pour l'autisme. Elle était centrée sur l'autisme auparavant. Et donc nous avons créé un réseau d'établissements qui construisent de manière mutualisée des outils, des ressources pour les partager avec l'ensemble des collègues au service de l'accompagnement des étudiants et aussi d'ailleurs des personnels qui présentent un trouble du neurodéveloppement. Aujourd'hui, nous sommes présents dans la moitié des établissements universitaires français. Nous avons commencé à avoir des connexions internationales dans le cadre de la francophonie, pas par hasard. La question de la langue, évidemment, et Michel Audet le disait bien mieux que je le dirais, n'est pas juste un code de communication, c'est aussi le véhicule d'une culture et d'une manière de voir le monde. Et donc, bien entendu, nous sommes tournés vers les universités québécoises et nous avons, avec ma collègue Sophie Asser qui est présente, aux côtés d'ailleurs de mon autre collègue Marion Agulot, comme ça vous pourrez les repérer si vous souhaitez qu'on puisse poursuivre les échanges. Nous sommes allés rencontrer déjà des services dans plusieurs universités du Québec. Et nous sommes tout à fait désireux de continuer en fait sur cette dynamique, et c'est pour ça que je suis heureux d'intervenir dans cette rencontre et en faisant un appel très direct à la coopération franco-québécoise dans ce domaine et sur, au fond, 3 axes. Le premier axe, c'est celui de l'amélioration de nos manières réciproques d'accompagner les étudiants. Si on regarde la question du handicap dans l'enseignement supérieur, je ne sais pas ce qu'il en est d'ailleurs au Québec, mais du côté de la France, ça a démarré dans les années 2010. Donc c'est très récent. On a peu de recul. Et pour le dire en reprenant les termes d'un chercheur qui s'appelle Serge Bersold, on a beaucoup fait ce qu'on appelle du bricolage héroïque. On a trouvé des héros dans les établissements, hyper dévoués, hyper impliqués, et qui font ce qu'ils peuvent. Et ce terme de bricolage héroïque, il faut le prendre dans son côté positif, évidemment, qui est le côté héroïque. Puis son côté négatif, c'est que ça serait bien qu'on passe du bricolage à quelque chose d'un petit peu plus rationalisé, évidemment, et surtout mutualisé. On essaye d'y contribuer. Évidemment, il serait intéressant de développer nos travaux. On fait déjà ces éléments d'échange au niveau français, de l'échanger également avec les universités québécoises. Nous savons que vous avez des pratiques inclusives qui sont importantes. Nous aimerions pouvoir nous en nourrir et peut-être aussi apporter notre contribution, y compris avec des outils partagés. Et la chance que nous avons, c'est que nos outils, ils sont bien en français. Et donc, alors évidemment, nous avons un fort accent, il faut le reconnaître. Mais si vous voulez bien passer sur le fort accent français qu'il peut y avoir, par exemple, dans nos courts-métrages, peut-être que ça peut être utilisable aussi pour des Québécois. Deuxième axe, la mobilité internationale, évidemment, ça a été évoqué, c'est un enjeu absolument majeur. C'est un enjeu majeur pour l'ensemble de nos étudiants. Et donc, bien entendu, pour lutter contre les discriminations, il faut mettre en place des dispositifs qui facilitent, qui lèvent les obstacles au minimum, et ces obstacles sont nombreux, pour les personnes qui présentent un trouble du neurodéveloppement. Ce que nous aimerions, c'est avoir un réseau d'établissements dont nous savons qu'il y a des services qui accueillent bien les personnes qui présentent un trouble du neurodéveloppement, dans lesquels nous avons des interlocuteurs pour faire en sorte qu'un étudiant, quand un étudiant veut partir en mobilité, nous sachions à qui nous adresser. Je vais prendre un exemple très concret, sans citer l'université. Il y a des gens de cette université dans la salle. Donc comme ça, je vais mettre du stress parmi chacun d'entre vous. J'ai les universités québécoises, mais je ne veux pas la pointer du doigt parce que je pense que ça aurait pu être la même chose dans une autre université. Un étudiant que j'accompagne est aujourd'hui dans une de vos universités au Québec. Et vraiment, je suis extrêmement heureux de ça. Et quand il m'a dit ça, je lui ai dit, est-ce que vous voulez que
j'échange avec cette université, je vous connais, avec votre accord, naturellement, je peux les contacter. Et donc, j'ai cherché sur la page Internet de l'université quel était le service qui pouvait être en charge. J'ai contacté ce service et je n'ai jamais eu de réponse à mes courriers électroniques. Vous n'aurez pas de nom. Mais non, parce qu'en plus, je ne pense pas du tout que cette université agisse mal. Bien au contraire, je pense que ça dit quelque chose de nos universités globalement sur le fait qu'aujourd'hui, on n'est pas armé pour le faire. Et donc, nous avons des progrès à faire. Et je pense, et ça serait pareil, je pense, dans les universités françaises. Nous avons des progrès à faire là-dessus. Et puis, le troisième thème, c'est la recherche. Parce que la recherche sur les troubles du neurodéveloppement dans l'enseignement supérieur est quasi inexistante. Elle est quasi inexistante au niveau international. Moi, je participe aussi à un réseau américain qui s'appelle le College Autism Network. Donc, je sais bien ce qui se passe et ce qui se produit, mais il y a très peu de production en termes scientifiques. Or, c'est un vrai sujet totalement interdisciplinaire, puisqu'il va mélanger, bien entendu, de la psychologie, il va mélanger des neurosciences, il va mélanger également des sciences du numérique. Nous avons beaucoup d'actions dans le domaine informatique, également de l'intelligence artificielle, les sciences de l'éducation, le droit. Et puis comme je suis mathématicien, j'ai bien envie de mettre des maths, mais je ne sais pas encore où. Mais voilà, en tout cas, c'est très interdisciplinaire et ça pourrait aussi être un objet, pourquoi pas, qui pourrait rentrer dans ce type d'action. Voilà. Et donc, je terminerai juste sur un mot sur la langue française. Je crois effectivement qu'il faut que nous ayons ce regard critique, nous Français, sur la manière dont nous sommes laissés entraîner dans une anglicisation de nos pratiques, de toutes nos pratiques. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'écrire en anglais. Et moi, j'entends ce qu'a dit Christian Lhermignot, évidemment, mais peut-être pas dans tous les domaines, en tout cas pas dans tous les domaines de la même manière. Et à l'heure où l'intelligence artificielle, évidemment, se base sur le fait d'aller, alors d'ailleurs, le terme qui me vient est en anglais, scraper, aller en tout cas collecter des masses de données absolument immenses, et bien cette intelligence artificielle s'est développée sur des bases de données anglophones, plutôt que des bases de données francophones. Et nous sommes aujourd'hui pris au piège, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir suffisamment développé de ressources en français, fait que eh bien, les systèmes d'intelligence artificielle, pour ceux en tout cas qui sont les systèmes d'intelligence artificielle dominants, se font dans des modalités anglophones et avec une adoption qui va se faire par les Français devenir beaucoup moins bonne, parce que les résultats sont beaucoup moins bons, parce que, pardon, mais quand ChatGPT me fait une réponse qui est juste la traduction de ce que dirait un Américain, pardon, moi en tant que Français, je ne parle pas comme un Américain, j'aime beaucoup les Américains, j'aime beaucoup la manière dont ils parlent, mais quand je parle pas pareil, et donc ça ne me plaît pas beaucoup. Voilà. Et donc ce sont des enjeux qu'il faut qu'on développe. Pardon, j'ai été beaucoup trop long, mais vous comprenez, toutes ces questions sont absolument passionnantes. C'est beau, la passion. Merci beaucoup, Bertrand Montubert. En tout cas, on a compris qu'il y avait un appel à tous. Hein. Si vous souhaitez travailler dans ce secteur, vous avez les collègues de M. Montubert qui sont là. Donc, elles sont identifiées. Vous pourrez discuter avec elles au moment du déjeuner. On voit qu'il y a encore des écueils, malgré notre complicité, malgré la bonne volonté, malgré les héros qui font du bricolage, on comprend quand même qu'il reste des écueils et qu'il y a du chemin à faire pour améliorer encore. On a encore de la place à l'amélioration. Isabelle, pour aller plus loin, je pense que vous avez des solutions à nous proposer. Hein? Donc, on t'écoute. Des solutions ou des idées, là? En fait, quand on parle en dernier, on cherche à trouver qu'est-ce qui reste à dire. Hein? Donc, dans mon cas, j'ai été interpellée quand même beaucoup par cette dualité entre le... Il n'a pas l'air de fonctionner, hein? Je ne sais pas. Donc, oui, ça semble marcher beaucoup mieux. Donc, on a cette dualité. On a parlé de coopération. Ce besoin de coopérer en vue de solutionner les enjeux sociétaux mondiaux. Et on a parlé aussi de compétitivité entre nos établissements. Et M. Rousseau nous parlait d'entrée de jeu, les moyens qui sont limités, les financements qui sont limités pour pouvoir faire la recherche en particulier. Moi, je suis à l'Institut national de la recherche scientifique, donc je vais vous parler un peu plus de mon point de vue de la recherche. Donc, comment naviguer entre cette compétitivité des établissements et les ressources limitées? Et je pense que la coopération et le réel partage de nos expertises est vraiment très, très important. Puis,
comment aller plus loin? En me posant la question, la réponse qui m'est venue, c'est peut-on rendre mobile ce qui l'est moins, ce qui est moins mobile dans nos établissements universitaires? Puis la chose qui est absolument moins mobile, c'est les infrastructures, nos grandes infrastructures qui coûtent si cher à construire, à mettre en place et aussi à exploiter. On doit avoir du personnel hautement qualifié chez nous, les assistants de recherche, des professionnels de recherche, des techniciens. Donc, on constitue des lieux où l'expertise et vraiment les équipements sont développés et exploités, mais localement. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour rendre mobile ou en tout cas mutualiser et internationaliser ces infrastructures-là? Mais évidemment, on en a parlé un peu, mais la constitution de réseaux est vraiment très importante. Puis, on a peu de programmes qui nous permettent de le faire. On a certains programmes au Québec. On a des programmes en Europe. J'avais un exemple, je parlais avec un des professeurs de notre centre énergie, matériaux, télécom, où il tente d'intégrer, ici en France, vous avez une fédération, puis là, il faut que je prenne le nom parce que c'est loin d'être ma discipline. Vous avez une fédération de recherche en spectroscopie de photoémission. Donc, qui est une initiative du CNRS. Donc, il y a une fédération de toutes les infrastructures qui font cette spectroscopie-là. Et on tente d'intégrer, il y a des gens de Sherbrooke, des gens de Laval et de l'INRS qui tentent de faire un réseau France-Québec entre ces infrastructures-là pour pouvoir ensuite rendre mobile l'expertise des gens qui les exploitent, donc de se partager les meilleures recettes pour les exploiter, de pouvoir faire aussi rendre mobile les personnes qui font vivre ces infrastructures-là, les associés de recherche, qui sont souvent très ancrés dans leur localité, mais avec des mobilités courtes, leur permettre d'aller former d'autres personnes dans des infrastructures complémentaires et l'inverse aussi. Mais là, ça nous crée une plateforme de collaboration entre ces infrastructures-là. Puis je pense que ça, c'est très important. Puis on a parlé aussi je pense qu'il y a moyen d'étendre ces réseaux-là ensuite à la francophonie africaine, où on peut, par le partage, leur prodiguer des moyens d'exploiter leur propre savoir aussi. Donc, en ayant une collaboration de moyens, on donne aussi la possibilité d'encapaciter un peu la recherche aussi de ces pays francophones-là. J'arrêterai ici pour le moment, si vous voulez. Merci. Moi, je trouve que c'est déjà une très belle piste. Hein? Ça donne des idées à certaines personnes dans la salle, peut-être, là, qui pensent à leurs infrastructures. Avant de passer la parole à la salle, on a fait un appel à tous avec M. Montubert. Valérie, je pense que tu avais un beau projet sur la santé des femmes en Afrique que tu aurais souhaité, pour lequel tu aurais peut-être souhaité donner un petit mot pour faire aussi un petit appel à tous. Oui, c'est un bel exemple de coopération francophone, mais juste pour rebondir sur ce que disait Monsieur Montubert, la question de la mobilité inclusive, ça nous préoccupe, en tout cas ça me préoccupe beaucoup. Nos chiffres de mobilité sortante sont très bas, c'est moins de 3%, et puis là je pense qu'on est en dessous de la moyenne canadienne, légèrement en dessous de la moyenne canadienne, mais on est dans la moyenne québécoise. Puis le principal frein, c'est toujours la question financière qui vient de l'avant. Mais en fait, on a lancé un projet il y a 3 ans avec le soutien d'Université Canada sur la mobilité inclusive en ciblant 2 groupes de population qui étaient complètement absents de la mobilité. D'un côté, les autochtones, donc les premiers peuples, et de l'autre, les personnes souffrant d'un handicap physique. On s'est limité à ces 2 groupes de population parce que l'enveloppe financière n'était pas énorme. Donc ça nous a conduit à faire tout un travail de cartographie des besoins, de rencontre avec les personnes concernées, une meilleure connaissance de nos publics. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont on souffre énormément dans les universités. On connaît très mal nos publics, ils changent très vite. Ils ont une capacité d'apprentissage qui est phénoménale, qui est complètement différente de la nôtre. Donc, il y a un besoin de se mettre à niveau aussi institutionnellement pour être capable de saisir, c'est ce que disait un petit peu le délégué général tout à l'heure, d'être capable de connaître nos publics de manière très fine et en ayant conscience de la segmentation dont vous
parliez il y a 2 minutes. Le projet auquel vous faites référence, c'est un projet qui a été... dont j'ai hérité, mais qu'on a continué de construire. C'est un projet qui est parti d'une rencontre. Puis c'est toujours ce que je dis en collaboration internationale, ça part d'abord de l'interpersonnel, et puis ça, il ne faut pas l'oublier, c'est d'abord 2 chercheurs qui se parlent, en l'occurrence, une chercheuse en santé publique chez nous, Maria Thème, et le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, qui parlent d'un enjeu qui les rapproche, qui est la question de la santé des femmes et de la capacité à restaurer l'intégrité physique de femmes qui ont été victimes de violences sexuelles dans le contexte de guerre. Donc on est sur un sujet très niché et extrêmement puissant, et puis qui se réplique à l'échelle mondiale. Et en fait, cette discussion est partie d'enjeux de recherche, d'une préoccupation d'un médecin et d'une personne de santé publique. Ça a débouché sur la réponse à un appel à projet d'Affaires mondiales Canada. Donc là, on sort du Québec, on passe au fédéral parce que les ressources financières sont bien plus puissantes. Le projet est de 27 millions de dollars et ça nous a conduit comme université à entrer en dialogue avec des partenaires locaux en République démocratique du Congo, en particulier dans la région du Sud Kivu, donc on est très très limité, mais avec une capacité et un impact extrêmement précis à chiffrer. On parle de 38 000 personnes, on a des cibles extrêmement précises. Donc là, on est dans une réflexion sur l'impact de la responsabilité sociale des universités. Et ce que ça nous permet de faire, c'est de jumeler plutôt recherche et intervention avec de la formation. Donc, en gros, moi, ce que j'ai amené dans le projet initial, c'est les sciences infirmières, l'optométrie, la médecine vétérinaire, les sciences sociales, le droit. On a un partenariat avec Avocats sans frontières. On s'intéresse à la restauration de l'intégrité physique, mais aussi à la restauration de l'intégrité morale et juridique des personnes qui sont victimes. Donc, il y a toute une stratégie de plaidoyer, une stratégie de représentation devant les instances internationales. Le docteur Mukwege est quelqu'un qui a une visée politique, évidemment. Il était candidat à la présidentielle, donc on sait aussi avec qui on travaille. Ça nous a demandé, comme université, de faire un énorme effort de mise à niveau sur le plan de nos capacités d'évaluer quel type de partenariat on veut engager, comment on s'assure que l'argent qu'on amène arrive aux personnes qui sont concernées par le projet, et puis aussi de s'intéresser à la durabilité de la chose, c'est-à-dire qu'au-delà des 7 ans du financement, comment est-ce que moi je fais pour m'assurer qu'il y a une pérennité. Et c'est là qu'on se tourne vers des fondations privées, de la philanthropie, qu'on va chercher aussi du soutien auprès d'autres partenaires institutionnels universitaires ailleurs qu'au Canada et au Québec. Donc ça, pour moi, c'est un bon exemple d'un projet qui est parti d'un cerveau de 2 chercheurs intéressés par un objet commun qui s'est ensuite déployé en un vrai projet de responsabilité sociale et d'impact sur une population très locale, mais qui a quand même bénéficié de tout ça. Merci beaucoup. C'est un magnifique exemple d'une mobilisation autour de la santé des femmes et qui réussit à fédérer. Et cet exemple, il montre aussi l'importance de l'agrégation des financements entre l'université... Ouais, ça c'était quelque chose dont je voulais parler, mais il me semble qu'un truc qui nous manque, à part ce que vous soulignez, M. Montubert, c'est ce que j'appellerais un agrégateur de financement. Depuis tout à l'heure, on entend parler de tas de trucs, puis on les connaît tous intuitivement, de Champlain, le programme Champlain, les Frontenac, et puis nous on a toujours le consul ou la consul qui nous appelle en disant hey, il reste des fonds, réveillez-vous les amis, parce qu'il n'y a pas assez de dossiers. Donc moi ça me perturbe toujours, parce qu'on finit par rassembler des tas d'enveloppes financières qu'on n'arrive pas à dépenser. Bon, vous avez tous vécu les fins d'année financières, où d'ici décembre ou d'ici fin mars pour nous, il faut clencher, comme on dit en québécois, terminer les enveloppes et boucler l'année. Donc on distribue à qui lèvera la main. Pour moi, ce n'est pas sain comme fonctionnement, parce que ça ne permet pas du tout de se projeter. Puis là, on parlait avec les collègues de Paris-Saclay d'une initiative qu'on a ensemble au niveau européen. Ce qu'il nous faut, c'est de la prévisibilité et de la capacité de se projeter, même avec des petites enveloppes. Donc, quand je dis agrégateur de financement, moi, je rêve d'un endroit où, quand je clique, je vois tout ce qu'il y a en matière de francophonie sur le plan des ressources financières. Et quand je dis francophonie,
J'insiste sur le fait que le français, la francophonie, elle devrait être fière. Elle devrait être extrêmement fière de sa puissance, de sa diversité. On a tous des accents différents. Moi, j'utilise des mots qui sont les mots de mon pays d'accueil depuis 15 ans maintenant, mais je n'en fais pas un obstacle pour arriver à m'exprimer publiquement. Et puis, je pense que cette francophonie-là, elle doit aussi avoir conscience que l'intelligence artificielle, elle nous aide. Là, je vais à un colloque dans 3 semaines. J'ai hors de question d'envoyer mon abstract, mon résumé en anglais. La machine le traduit. Donc, on était invités pour les communications à envoyer nos résumés dans la langue qui est la nôtre. Ce qui veut dire qu'eux se débrouillent de la traduire. On a tous été à des colloques où on a des panneaux devant nous, des vidéos qui retranscrivent 25, 50 langues. Ça ne marchait pas bien il y a 5 ans, ça marche de mieux en mieux. Et puis, il y a de fortes chances que ce soit le truc qui se développe le plus. Donc ça, il faut aussi qu'on l'intègre, je pense, dans nos réflexions. Merci beaucoup. C'est un magnifique message aussi, un peu d'une fierté positive que porte le Québec, la France, et dans ce climat autour de la francophonie, mais aussi autour des transitions. Alors, on est très limité en temps, mais on souhaiterait aussi vous entendre, qu'il puisse y avoir des questions de la salle. Et puis, je remercie les collègues qui ont aussi beaucoup d'idées et de témoignages qui puissent aussi répondre. Voilà. Est-ce qu'il y a, je vais me promener dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Merci Caroline. En fait, c'était davantage un commentaire pour partager aussi d'autres initiatives. On parlait de découvrabilité scientifique. Il s'est passé énormément de choses dans la dernière année. Je pense que c'est important de le souligner également. À commencer par la 3e semaine mondiale de la francophonie scientifique qu'on a accueillie à Québec à l'automne 2023. Par la suite, lors de la rencontre alternée des premiers ministres français québécois, on en a parlé tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'engagement justement sur les questions de langue. Également, une chaire de recherche sur la découvrabilité scientifique qui a été mise en place. C'est le chercheur Vincent Larivière à l'Université de Montréal, justement, qui a obtenu cette chaire de recherche. Et c'est ça, au sommet de la francophonie, également plusieurs activités, notamment un découvrathon qui est mené là aussi par des gens chez nous. Et puis finalement, bien, dans quelques semaines, ici même à Toulouse, bien, ce sera justement la 4e semaine mondiale de la francophonie scientifique. Alors, je pense que c'est vraiment important de souligner qu'il y a beaucoup de choses qui bougent dans ce domaine-là. Puis, en matière de soutien aux étudiants sur handicap, je vous invite à venir me voir, on pourra en discuter. Merci Stéphanie. Christian? C'est aussi plus un commentaire parce que moi, je suis extrêmement sensible à un des thèmes qui est la science en français. Et le Québec est dans le Canada est bilingue. Enfin, on pourrait en parler longtemps. Mais ce qui est très clair, et il y a des statistiques qui le prouvent, c'est que les demandes qui sont faites en français ont un taux de succès inférieur à celles qui sont faites en anglais au Canada. Et c'est un sérieux problème parce que moi, j'ai des chercheurs qui viennent me voir et qui disent « Est-ce que je devrais écrire ma demande en anglais ?» Même si ça c'est pas du tout mon désir. Alors, pour moi, c'est un problème fondamental. Et l'autre, tout à l'heure, Valérie parlait de la science ouverte. Moi, je suis tout à fait d'accord. Il faut que ça soit la science ouverte pour que tout soit disponible aux autres chercheurs. Mais moi, c'est la science très ouverte. C'est-à-dire que ce qu'on fait soit disponible pour la population. Je l'ai mentionné lundi, je le répète, on paye des impôts, tout le monde, et monsieur et madame tout le monde qui paye des impôts, c'est ces impôts-là qu'on redistribue aux chercheurs pour qu'ils fassent de la recherche, et on n'informe pas les payeurs de taxes, payeurs d'impôts, de ce qui se fait et des découvertes. Et on a besoin d'eux, de leur support pour pouvoir maintenir la recherche et aller justement contre la désinformation, etc. Donc, il y a un grand travail à faire et je ne sais pas de quel côté, comment ce problème-là en France, je pense qu'il n'est pas, peut-être pas tout à fait le même, bien qu'à Toulouse, j'ai jamais vu autant d'enseignes en anglais, mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Mais je pense qu'il est vraiment essentiel de protéger la science en français et de faire des efforts là-dessus. L'intelligence artificielle va nous aider, mais ce n'est pas la panacée. Eh bien, je pense qu'on t'a entendu. Autre question? Ou commentaire? Parce que là, je sens qu'on a plus de commentaires que de questions. Ça sera un commentaire et on n'a pas... Vous m'entendez? Donc, François Bertrand, directeur de la recherche et innovation Polytechnique Montréal. Et c'est pour faire un petit peu de, je dirais,
de kilomètres sur ce que Michel Audet a dit d'entrée de jeu au niveau de la diplomatie scientifique. Et puis, il peut y avoir certains paradoxes, bien sûr, selon les points de vue qu'on va prendre. Et j'étais sur un panel à Science Business, pour ceux qui connaissent l'organisation, sur Bruxelles. Et on m'a posé la question, effectivement, pourquoi, dans le cadre d'Horizon Europe, on devrait travailler avec le Canada, par exemple. Donc, on peut également se poser la même question comme Canadien, avec qui on devrait travailler. Et la posture que j'ai prise à ce moment-là, c'était une posture, bien sûr, d'ouverture, mais je ne voulais pas être négatif. C'est-à-dire qu'au lieu de dire que je ne souhaite pas, donc travailler avec certaines organisations de certains pays, je pense qu'on devrait plutôt travailler ou prioriser des collaborations avec des pays, avec des organisations qui pensent comme nous. Et je pense qu'Horizon Europe est un exemple. Et Horizon Europe, pour moi, ce n'est pas un objectif, c'est un moyen, comme d'autres moyens qui existent, pour continuer à tisser des liens entre nous, donc les universités québécoises, canadiennes, les universités européennes. Et par la suite, quand on regarde tout ça, on parle de recherche. Et on ne peut pas mettre la recherche et la formation, ce n'est pas deux silos. Là, ça prend il y a quelqu'un qui l'a dit, ça prend des étudiants pour faire la recherche dans les labos. Donc, c'est clair que tout ça va permettre de, je pense, dynamiser et trouver des mécanismes pour mieux travailler ensemble. Donc, que ce soit au niveau de la mobilité étudiante, avec effectivement ce déséquilibre qu'on connaît très bien au niveau de la mobilité entrante et sortante à tous les cycles, mais également, justement, de travailler ne serait-ce que sur des technologies où on est en perte de vitesse. Et c'est clair, les chiffres, je pense qu'on parlait pour la Chine, numéro 1 dans, je ne me souviens plus, plus de 50 technologies sur 64. Je pense que collectivement, on parlait de l'Europe, lorsqu'ils se mettent ensemble, ils sont dans le top 2, top 3 dans plusieurs de ces technologies-là. Mais je pense que de pouvoir élargir, donc en permettant au Canada de travailler avec l'Europe et à d'autres pays de travailler avec l'Europe, d'élargir ce cercle. Et je pense que collectivement, on va réussir, je pense, à maintenir le cap et à pouvoir, d'une certaine façon, continuer de progresser au niveau de ces technologies-là. Et pour ça, bien, ça prend effectivement des mécanismes. Parfois, c'est plus simple, je termine là-dessus, pour des professeurs, parce que c'est eux, in fine, qui vont travailler. Donc, on a beau avoir toutes les, je dirais, la volonté du monde, et là, j'ai une approche qui est très top-down, de faire arriver les choses. C'est les profs, in fine, qui vont faire le travail. C'est les profs qui vont décider de travailler, de collaborer entre eux. Donc, il faut trouver des mécanismes agiles qui vont permettre justement à ces professeurs-là de pouvoir collaborer entre eux avec, bien sûr, leurs étudiants et leurs étudiantes. Merci. Une autre intervention? Oui, merci beaucoup. Moi, je voulais revenir sur la question de la langue dont j'espérais qu'elle allait nous préoccuper ce matin, effectivement, puisque la pluralité linguistique, c'est une chose que nous défendons notamment à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. L'Université de Toulouse, elle, bon, ben, vous avez noté, elle accueille l'EAIE, elle offre volontiers des cours en anglais, utilise des anglicismes. Donc, bon, moi, j'essaie de lutter un peu contre ça en tant que vice-présidente internationale. Enfin, j'essaie d'impulser autre chose. Et oui, la question de la langue, elle doit nous préoccuper en formation et en recherche. Et j'avais demandé à mon président de le dire tout à l'heure, mais je crois qu'il a oublié que Toulouse n'accueillait pas seulement l'EAIE, mais aussi la semaine de la francophonie scientifique le mois prochain, du 14 au 18 octobre. Et on y sera. Et on y sera. Monsieur le délégué général. J'aimerais poser un problème et un élément de solution. M. Audet a très, très bien positionné le fait que la Chine a connu une progression phénoménale dans la capacité d'être un leader dans le monde scientifique et que les États-Unis ont baissé, mais malgré qu'ils ont baissé, les États-Unis sont encore une société. Je veux faire la différence entre ces juridictions-là ou ces pays-là et la France et le Québec et d'autres pays dans le monde. Je pense à la question de l'éthique, la question de la gouvernance et la question du lien entre le privé, le secteur privé, business, et le secteur de la recherche universitaire se pose très différemment.
Et c'est pour ça qu'il y a des parents pauvres, non seulement parce que nos États ont plus le moyen de financer correctement la recherche, mais parce qu'on est trop loin du secteur privé. En guise d'espoir et peut-être de solution, je vous signale, moi, avant de prendre ce poste, j'étais sur des sociétés, conseil d'administration de grandes sociétés mondiales, j'en ai fait 2, et chacune d'elles sont prises avec des immenses problèmes de comment mieux respecter les valeurs, les problématiques de leurs employés, de leurs dirigeants et de leurs clients et de leurs commettants. Elles sont tous à la recherche de mettre dans leur raison d'être des belles valeurs, mais quand ils arrivent au niveau de la mise en application, c'est un gros problème parce qu'ils n'ont pas la science interne, ils n'ont pas le personnel, ils manquent de capacité même de choisir les fournisseurs. Et là, il y a toute une opportunité extraordinaire pour les chercheurs que vous êtes, parce que, dans le fond, les besoins sont fondamentalement des besoins de société, des besoins humains. Et je pense que par rapport au rêve que vous avez, madame, d'avoir une plateforme pour trouver le lien entre le financement et les problèmes, ben, moi, j'ai plutôt passé ma vie dans le privé. Le privé, ça fonctionne avec d'abord l'importance des gens très talentueux, qui sont bien réseautés, et le capital suit. C'est ça la logique. Et la même logique devrait suivre ici, mais on a une problématique qui est celle de comment on fait pour entretenir une relation entre le financement privé et garder une autonomie et le fait que le chercheur n'est pas pollué par des objectifs purement commerciaux, mais qui respecte des objectifs scientifiques. Cette façon de régler ça, les Chinois le règlent de façon très différente. Les Américains le règlent parce que les grandes fondations viennent financer la recherche de façon très, très loin, très en amont. Ils dérisquent tout ce qui concerne la fameuse vallée de la mort, beaucoup plus que ce qu'on a ailleurs dans le monde. Mais je pense qu'ici, si la France et le Québec, où on commence à avoir des embryons de collaboration entre les organisations d'affaires, on pourra faire un pont. Et moi, je suis mieux placé que j'étais avant pour faire ce pont entre vous, le monde universitaire, et le monde des affaires. Notre gouvernement pense beaucoup aux questions économiques. C'est vrai, c'est important. Mais moi, je pense que l'économique, le côté de la médaille, c'est la science, c'est la technologie, c'est le bien-être des gens, et on peut faire le pont. Donc, je vous dis peut-être qu'on pourrait réfléchir un peu plus. Ma dernière remarque, c'est pour remercier. Moi, je suis à quelques jours du sommet, et j'assiste à votre discussion de façon extraordinaire, parce que ça me meuble l'esprit, malgré que j'ai lu, il m'a fait lire un paquet de trucs, mais j'aime beaucoup ce que j'entends. Et par rapport à la langue, on a tout un défi, tout un défi. C'est immense, mais oui, il y a des moyens, mais ce sera un autre débat. Encore une fois, merci. Je suis très content d'avoir été ici. Je pense qu'on a eu de la fin. Ça va être dur, là. On avait un beau mot de la fin. Oui, c'est pour rebondir un peu sur les propos du délégué. Il faut trouver des niches qui correspondent à nos valeurs partagées. L'exemple qu'on n'a peut-être pas cité, c'est la question de l'intelligence artificielle. Je pense que des deux côtés de l'Atlantique, on travaille sur les enjeux de l'IA responsable, de l'Obvia qui a été créé beaucoup sous la baguette magique de Rémi Quirion qui fait travailler les universités ensemble sur les usages responsables de l'intelligence artificielle. On ne pourra jamais compétitionner les Chinois sur l'IA ou la Corée du Sud au niveau technique, mais on peut peut-être avoir une contribution très importante sur des niches comme ça en matière de valeurs partagées. L'autre chose, en terminant, que je voulais dire, c'est qu'il y a des gens qui peuvent faire la différence dans le monde et dans la vie. Puis moi, il y a quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est Rémi Quirion. Et Rémi Quirion était président de l'INGSA, qui était l'International Network for Government Science Advice, qui regroupe les scientifiques en chef du monde. Et il était beaucoup à la base de cette organisation-là avec les Néo-Zélandais, les Australiens, les Britanniques, les Américains. Il s'est aperçu pendant la pandémie que tous les pays francophones étaient exclus des vrais enjeux de régulation mondiale par rapport à la pandémie. Et surtout, entre autres, les pays africains. Et il a, de son propre chef, avec l'argent des fonds de recherche, sans nécessairement demander la permission au gouvernement, créé un réseau parallèle à l'INGSA, branché et lié à l'INGSA, qui est le réseau international francophone en conseil scientifique. Merci Valérie. Et qui essaie de permettre aux pays francophones
de pouvoir avoir de l'expertise en français pour les pays francophones, mais aussi en anglais, mais pour influencer la prise de décision politique des pays francophones et influencer les politiques publiques des pays francophones pour que les décisions se prennent sur des données probantes et sur la science. Et c'est Rémi qui a aussi mis sur pied la chaire en découvrabilité scientifique. C'est lui qui a mis sur pied des programmes d'accompagnement des chercheurs québécois pour faire des demandes en français pour les programmes de recherche et autres. Il a fait, il y a 2 ans, une grande rencontre internationale sur la science en français. Il y a des gens dans la vie qui peuvent faire la différence. Et je voulais juste dire que moi, je suis fier d'être québécois quand je vois un Québécois comme ça se battre dans le monde pour la langue française en sciences. Merci beaucoup. Alors, de façon très très brève, parce qu'on a là, on a plus de 20 minutes de retard et je voudrais que les gens puissent après être libérés. Peut-être les mots de la fin. Adèle, Christian, Isabelle. Oui, je voudrais juste faire une intervention très rapide sur la langue. Et je nous invite à ne pas faire un mélange de genres dans l'utilisation de la langue. Je suis francophone. Je suis né au Liban. Pour moi, le français, c'était une survie. C'est ma façon de survivre avec le français. Cependant, aujourd'hui, il faut réaliser que pour les sciences, on doit maîtriser d'autres langues aussi, et pas seulement le français. Pour les Africains, l'anglais, et pour plusieurs maintenant, ça commence à être le mandarin, c'est un moyen de survie aussi. Donc, mélangeons pas l'identité avec l'utilité. Et je sais que parfois, on n'aime pas dire que la langue a une fonction, mais c'est la réalité aussi, la communication et aller rejoindre les autres. Une deuxième intervention que je voudrais faire sur le rôle du conseil scientifique et de la diplomatie scientifique, j'aimerais qu'on parle aussi du rôle des sciences dans les politiques au niveau local. Donc, nos politiciens aussi utilisent les sciences et s'en servent pour qu'eux aussi et elles deviennent ambassadeurs et ambassadrices dans le monde. On a l'exemple au Québec qui peut-être manquait un peu à ce que tu disais, c'est les conseils scientifiques aux municipalités. Donc, le FRQ, avec Rémi Quirion, ont mis en place cette possibilité d'accompagner les municipalités dans l'utilisation des sciences. À Gatineau, on a mis en place carrément un conseil scientifique de la ville de Gatineau qui est financé par la ville elle-même sur 3 ans. Il donne aux chercheurs chaque année 150 000 $, pas pour faire les projets de recherche, pour les conseiller, pour accompagner la ville. Et honnêtement, ça fait que maintenant, ça s'étend beaucoup. Donc, commençons local, puis on va avoir des impacts au niveau local, global. Ben, Adèle, tu as ouvert la porte à ce que je voulais dire aussi, parce qu'avec ben c'est ça, on est toujours complémentaires, mais avec le conseil scientifique, donc la relation entre les établissements et certaines villes, c'est via le conseil scientifique, mais via aussi d'autres véhicules, comme à l'INRS, on a une chaire municipale, par exemple, en gestion durable de l'eau. Donc, on développe des relations particulières entre notre établissement universitaire et des municipalités. Et là où j'amènerais ce conseil scientifique dans la sphère de la diplomatie, et aussi de la science en français et de la coopération entre le Québec et la France, c'est que nos villes ont des enjeux communs. Et donc, on peut vraiment avoir des pairages à 4 là, entre 2 établissements, 2 villes, et multiplier ce genre de collaboration-là pour vraiment envisager des enjeux qui sont communs à travers ces collaborations-là, qui sont d'abord bilatérales localement, puis en faire des bilatéralités à travers l'Atlantique. Oui, alors, un petit mot rapide, juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, Monsieur le délégué général, sur les aspects relations entre nos institutions universitaires et le monde de l'entreprise. Je pense que là, entre nous, je dirais, et au niveau franco-québécois, on a beaucoup de choses qu'on pourrait construire. Je pense qu'on a des valeurs qu'on partage, sans doute, effectivement, comme vous l'avez dit, différentes de ce qu'on peut trouver en Chine ou différentes de ce qu'on peut trouver en Amérique du Nord. Et on peut trouver des mécanismes de fonctionnement et qu'on a déjà mis en place quelquefois dans nos pays réciproques, mais qu'on peut sans doute essayer de fusionner un petit peu, ou rapprocher en tout cas,
Moi, je pensais, c'est une chose, quand on préparait la réunion avec David, on avait pensé un petit peu à ce genre de choses. J'ai été pendant 1 an et demi délégué général de la NRT, Nationale de la Recherche Technologique en France, et la NRT gère toutes ce qu'on appelle les bourses CIFRE. Les bourses CIFRE, c'est des bourses finalement qui sont payées par l'industrie ou par l'entreprise en général et qui font un travail de recherche, de doctorat entre l'entreprise et le monde universitaire. Aujourd'hui, en France, c'est 15-16% des doctorants qui sont financés par ce mécanisme. Ce n'est pas négligeable, ça a été en hausse constamment. Et je me dis que on avait commencé à l'époque à initier ce mécanisme aussi avec le Brésil, on avait commencé à l'initier avec le Maroc. Je pense qu'on pourrait très bien faire quelque chose de commun, en tout cas entre le Québec et la France, sur ce genre de choses. Ça me paraît quelque chose C'est un exemple et sur lequel on pourrait travailler. Et puis accessoirement sur Horizon Europe, je pense que le fait que vous soyez en Horizon Europe aussi aujourd'hui veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on travaille ensemble aussi sur la définition des axes. Parce que Horizon Europe, ça tombe bien quand les programmes correspondent à ce qu'on cherche, mais c'est nous qui définissons les programmes. Simplement, il faut qu'on s'implique. Et donc ça, là aussi, je pense qu'on a peut-être un travail commun à faire. Merci beaucoup. On va encore remercier nos panélistes pour leurs interventions. Je vais appeler la présidente de l'Université Jean Jaurès et vice-présidente de France Université, ainsi que Yann Simon, le coprésident du CFQCU. On va, pour vous dire ce mot aussi de conclusion. On voulait aussi tous vous remercier. Je pense qu'on aurait pu passer une journée entière. Je regarde notre délégué général du Québec à Paris et je pense qu'il y a matière à penser pour la suite et pour les prochaines journées. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un beau point de départ. Et je crois que toutes les perspectives que vous allez évoquer, elles vont aussi nous servir pour nourrir les travaux du CFQCU qui vont d'ores et déjà se réunir dès cet après-midi pour continuer. Merci beaucoup, David. Merci à tous les panélistes. Effectivement, alors on ne va pas revenir sur des questions de fond. Je ne pense pas qu'on va s'embarquer dans une synthèse à cette heure-ci. Je pense que les éléments ont été très clairs dans la dernière table ronde, dans la première aussi bien sûr, mais sur la dernière avec une vision plus stratégique, disons encore, et je pense que c'est celle-là qui doit nourrir nos réflexions, nos travaux et ce travail d'articulation entre Québec et université française, université au sens très large, c'est-à-dire tout l'écosystème de l'enseignement supérieur et de la recherche, et son articulation effectivement avec ses partenaires extra-académiques. Je pense qu'on est passé de questions très larges, comme je le disais au début, de géopolitique, à des questions très pragmatiques qui en fait sont la clé de la réussite, à ne pas négliger non plus, parce que on se trouve assez souvent dans des situations où nous avons collectivement une capacité à créer du schéma théorique, de l'analyse en profondeur, y compris de la susurrer à l'oreille des décideurs, mais où au moment où on doit, comme on dit de manière un peu familière, faire atterrir ces questions à travers les opérateurs que sont les universités, en fait on se heurte à tout un ensemble de réalités extrêmement rigides, ancrées, et effectivement toutes les questions de décloisonnement, ça vaut dans les universités, ça vaut dans les programmes européens également. Si Karl avait été là, il l'aurait rappelé aussi. La question de la transversalité et de cette capacité que nous pourrions peut-être essayer de faire avancer davantage pour rompre en fait ce formalisme dans lequel nous sommes un peu prisonniers, ne pourrait effectivement pas se produire si dans les universités elles-mêmes nous n'étions pas capables de faire atterrir ces questions. Donc de l'analyse la plus théorique, large, stratégique à son opérationnalisation sur le terrain, on sent qu'on a tout un ensemble de niveaux de questions à se poser, et elles sont déjà là, mais je vais dire à discuter ensemble. Merci beaucoup pour nous avoir aidé, disons, à rappeler ces différentes strates et à
et à activer une réflexion tout à fait opportune dans le contexte qui est celui que l'on connaît actuellement, et particulièrement on se proposait de réfléchir dans le cadre des grands programmes européens. Pas que, bien entendu, mais c'était un petit peu la ligne, disons, de réflexion que nous nous étions proposés pour cette rencontre. Je reprendrai le micro pour parler de droite-gauche quand on sort du bâtiment, et puis pour vous remercier, mais je voudrais laisser le mot de la fin à Yann Simon, qui a beaucoup œuvré, bien entendu, pour préparer ces tables rondes. Merci beaucoup. Écoutez, très rapidement, puisque c'est moi qui me tiens entre le repas et vous, je voulais d'abord vous remercier. En fait, j'espère qu'aujourd'hui, vous avez vu que la relation France-Québec, elle est unique. Deux, c'est une relation bilatérale qui nous permet de nous inscrire et d'être concurrentiels dans des grands réseaux internationaux et de faire porter notre voix collective, notre voix individuelle comme Français, comme Québécois, mais notre voix collective puis notre science aussi. Et je crois que c'est essentiel de l'utiliser à bon escient de cette façon-là. Le CFQCU, vous savez, ça existe depuis un peu plus d'une quinzaine d'années dans sa forme actuelle, mais ça date d'entente France-Québec de plus d'une soixantaine d'années. C'est une relation qui existait même avant cette soixantaine d'années-là, parce que les universités québécoises et françaises se parlaient déjà. Donc, c'est un dialogue qui est enclenché depuis longtemps et c'est une organisation qu'il faut savoir bien utiliser parce que c'est un des faisceaux très importants de notre collaboration France-Québec et surtout d'une collaboration, je le redis, qui porte. Je le dis rapidement parce que je n'ai pas l'occasion de parler à tout le monde, mais je vais céder bientôt la coprésidence québécoise à François Deschênes, recteur de l'Université du Québec à Rimouski. Et j'en profite ici pour vous dire que François est un ami du CFQCU depuis très longtemps, s'implique depuis très longtemps aussi au CFQCU. Et je voulais remercier toute l'équipe du CFQCU, les membres et le coprésident français, aussi David, là, qui, ma foi, ce fut un plaisir, mon cher. Je le dis publiquement, je le redirai sur tous les forums, mais sachez-le. Et donc, bienvenue. Mais bienvenue, parce que tu es déjà dans la famille, donc il n'y a pas de souci. Ben, merci, François. Et puis, tu voulais dire quelque chose de vous? Peut-être que c'est à mon tour. Hein. Je pense qu'il faut remercier Yann, David et moi. Je pense qu'on a travaillé fort et l'ensemble des membres du CFQCU pour tout son investissement au cours des derniers mois, dernières années. Puis, c'est des gens comme ça qui font la différence, de la tenue d'événements comme ça, de créer des étincelles entre les personnes, on le disait, à tous les niveaux. Donc, Yann, un grand merci pour ta contribution. Avec un grand plaisir, mon cher. Voilà, pour terminer, je voudrais moi aussi faire quelques petites annonces. France Université se veut un maillon dans cette grande chaîne dont on parle depuis tout à l'heure. N'hésitez pas à faire appel à ces compétences. Aujourd'hui, elles sont incarnées par deux personnes que je n'avais pas encore citées, que je veux vraiment citer. François Pernaut, qui peut se lever, qui est conseiller Relations internationales de France Université, qui a beaucoup travaillé aussi pour monter cette rencontre et puis faire en sorte, avec David Alice, bien entendu. Antonio Neves, qui est chargé de mission Relations internationales, et vous l'avez vu porter le micro tout à l'heure, mais je vous jure qu'il sait faire beaucoup d'autres choses. Et voilà, n'hésitez pas à vous tourner vers ces deux personnes. La troisième, je l'ai déjà citée à plusieurs reprises, mais c'est Carl Bonafumura, qui aurait dû être ici. Je rappelle qu'il est notre délégué permanent, le délégué permanent de France Université à Bruxelles. Certains d'entre vous le connaissent, je m'en ai parlé tout à l'heure. Il est implanté dans les bureaux donc vous savez qu'ils existent à Bruxelles, puisque vous avez aussi une délégation. Et vraiment, le dialogue doit se passer là-bas, ici et dans nos universités, mais aussi là-bas à Bruxelles, avec la compétence et la connaissance de nos délégués respectifs qui font un énorme travail d'animation dans les communautés universitaires, avec les équipes de présidence aussi, pour une acculturation, une meilleure compréhension de ce milieu qui peut parfois être un peu abscon, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui demande à ce qu'on apprenne son fonctionnement. Voilà, donc je remercie vraiment tous les organisateurs, participants, l'équipe administrative qui a aussi de l'Université de Toulouse qui a prêté main forte, l'équipe technique également. Merci beaucoup.